Qu'est-ce qu'un souvenir? C'est une question très importante dans Shingeki no Kyojin. Un souvenir, c'est un moment qu'on a vécu. C'est lorsque dans le présent, on retourne dans le passé. Le souvenir est très ambivalent car dès lors que l'on vit quelque chose, cette chose tend automatiquement à devenir un souvenir. Au moment même où je vous parle, le début de cette vidéo est déjà un souvenir, seulement vous ne doutez pas de l'avoir vécu. En effet, le rêve dans Shingeki no Kyojin prend les teintes du souvenir. Le rêve tend à rejoindre la réalité. Dans ce chapitre 138, Isayama joue encore une fois avec la réalité humaine, ce moment confus où le rêve semble devenir réalité et où la réalité est si insaisissable qu'elle peut tout à fait se confondre avec le rêve. Gabiとファルコの声が聞こえた。二人はどこだ? Salut la famille, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une review du chapitre 138 de Shingeki no Kyojin. Il y a énormément de choses qui se sont dites sur ce chapitre, énormément de théories. C'est un chapitre assez dur à appréhender de prime abord, du coup on va essayer de déchiffrer tout ça ensemble. Le chapitre semble se découper en deux parties. La première partie correspond au retour des guerriers Mar qui retrouvent leur famille. C'est une partie très émouvante où on peut voir Gabi, Pieck ou encore Falco retrouver leurs parents. C'était vraiment une belle scène et j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre en début de chapitre car ça nous a vraiment laissé croire que c'était la fin, que Eren était vraiment mort, que le parasite était vraiment mort et que c'était la fin du manga, le happy ending. Donc c'est vraiment une première partie qui nous trompe un peu, qui nous fait croire que tout est trop beau et même quand on lisait, on se disait ouais c'est un peu trop beau pour être vrai. Même Annie a la chance d'avoir son père qui est sur place et du coup elle se précipite pour aller le rejoindre. Du coup on se dit qu'elle va enfin pouvoir terminer son intrigue narrative et retrouver son père car c'était son objectif depuis la saison 1. Mais bon, c'était un peu trop beau pour être vrai, car très rapidement on s'aperçoit qu'en réalité le parasite est toujours en vie et qu'Eren est lui aussi toujours en vie. Personnellement, je ne pense pas que le parasite ait une conscience propre. Je pense que son objectif a été clairement énoncé au chapitre 137. Son seul objectif, c'est de survivre, c'est de se multiplier, c'est de rester en vie et de perdurer dans son existence. Donc je ne pense pas qu'il ait de conscience et que c'est pour ça qu'il veut rejoindre Eren, c'est pour avoir une volonté. Lui, sa seule volonté, c'est de rester en vie. Le parasite avait d'ailleurs plus d'un tour dans son sac car en effet, il a réussi à sécréter une sorte de fumée, un peu comme la fumée qui avait été utilisée pour le village de Koni, afin de transformer tous les Eldiens présents en titans. Je dois avouer que je m'attendais vraiment pas à ça, quand je l'ai lu, j'étais vraiment choqué. Je pensais pas qu'Isayama nous réservait un tour comme ça, du coup j'étais vraiment très surpris et vraiment très peiné de voir que Koni et Jean ont été laissés derrière. Quel développement pour le personnage de Jean, qui aura subi l'une des plus belles évolutions de tout le manga d'après moi. En effet, Isayama avait avoué que Jean était un personnage qu'il aimait beaucoup écrire car c'était un personnage très humain. Pareil pour Koni. La descente aux enfers du bataillon d'exploration semble être loin de s'achever.
さ。 D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours qui disaient que c'était Falco qui les avait transformés parce qu'on dirait qu'on a l'impression qu'il est en train de crier pour les changer, mais honnêtement, je n'y crois pas trop parce qu'on voit quand même il y a un temps de latence entre le moment où Falco crie et le moment où il se transforme. Jean et Connie ont le temps d'avoir leur conversation, donc honnêtement, je ne pense pas. Je pense plus que c'était un cri de désespoir car il voit Gabi, ses parents et tous ses proches se transformer en titans. Du happy ending, la situation a très vite switché et désormais nos protagonistes sont au plus bas face du coup à leurs proches qui sont transformés en titans. C'est une planche vraiment terrible, celle où on voit Connie, Jean et Gabi tous transformés en titans. Tous les personnages sont en détresse, Annie est en train de pleurer, pareil pour Pic. C'est vraiment une situation désespérée. Donc du coup c'est là que la première partie du chapitre se termine, pour faire place à la deuxième partie qui va plus se focaliser sur Eren, Mikasa, Armin et Levi. Ce qui a motivé cette vidéo, c'est justement d'analyser cette partie avec Mikasa, car j'ai l'impression qu'elle est très souvent mal analysée de mon point de vue. Déjà, le fait que Mikasa dise pourquoi les choses doivent se passer ainsi est d'après moi très parlant. Depuis le chapitre 123, lorsque Mikasa disait « Tout est peut-être décidé dès le départ, mais malgré tout je ne peux m'empêcher de penser que si à cet instant j'avais répondu autrement, les choses auraient peut-être été différentes », depuis ce chapitre, les maux de tête de Mikasa n'ont fait que s'accumuler. On a l'impression qu'elle a des regrets. Il semblerait qu'au fond d'elle, quelque chose lui dise que si elle avait répondu autrement, tout aurait été différent. Et personnellement, je pense que ces paroles sont très importantes. Beaucoup ont analysé ce passage comme un fantasme, un rêve de Mikasa qui aurait créé ce monde pour se protéger, pour fuir la réalité, la rendant presque un peu schizophrène, dans le sens où elle serait totalement sortie de la réalité pour se protéger par ses fantasmes, à tel point qu'elle aurait eu des maux de tête. Seulement, je ne suis pas vraiment convaincu par cette analyse. J'ai du mal à concevoir qu'un rêve puisse provoquer des maux de tête aussi importants, d'autant plus que Mikasa dans le manga, sans prendre en compte l'OAV Lost Girls, n'a jamais exprimé ce genre de caractéristiques. Les rêves, au contraire, et les moyens de fuir la réalité ont toujours été des caractéristiques d'Eren. Cette habitude de fuir la réalité en se plongeant dans des rêves ou dans une espèce de sommeil est vraiment une caractéristique d'Eren qu'on a retrouvée à plusieurs reprises dans le manga. Mikasa, quant à elle, semble vraiment perturbée par ses maux de tête. C'est comme s'il y avait quelque chose dans son esprit auquel elle n'avait pas accès. La manière dont elle évoque ce rêve au début semble être une manière d'évoquer un souvenir. Je veux rentrer chez nous. En effet, si l'on sait que l'originel n'est pas capable d'effacer la mémoire d'Ackerman, rien ne nous dit qu'il ne peut pas l'altérer. En effet, il peut peut-être l'altérer et lui insérer des souvenirs. Les maux de tête de Mikasa pourraient dès lors être expliqués par le fait que Mikasa étant une Ackerman, l'altération de la mémoire se fait avec des séquelles. Parce que pour un Eldien lambda, elle se fait de manière très lisse et de manière très simple, pour un Ackerman, elle se fait plus difficilement. D'ailleurs, on sait que les Ackerman ne sont pas totalement hermétiques au pouvoir d'Ymir, car Eren a bien pu convoquer tous les Eldiens, dont les Ackerman, pour leur communiquer ses intentions lors du chapitre 123. Dès lors, je pense qu'Eren a voulu transmettre un rêve à Mikasa. C'est un souvenir d'un rêve d'Eren, où il lui donne la réponse à sa question du chapitre 123, que se serait-il passé si j'avais répondu autrement. Je pense qu'Eren, grâce au pouvoir de l'assaillant, et surtout grâce au pouvoir d'Ymir, a pu communiquer avec Mikasa au travers d'un dernier songe. On sait qu'Ymir peut un peu tout faire dans le chemin. Dans le chapitre précédent, elle montrait à Armin une feuille afin de lui rappeler les moments de sa vie les plus importants. Et si pour Armin c'était une feuille, pour Sig c'était une balle de baseball. Dès lors, on peut commencer à comprendre le vrai objectif d'Ymir. Ymir incarne réellement le chemin. Elle est la réelle personnification
du lien entre tous les Eldiens entre eux et elle ne souhaite que la libération de son peuple. Ainsi, par ce songe partagé entre Eren et Mikasa, Eren peut dire ses adieux à celle-ci. Et, en même temps, il peut lui expliquer les raisons de ses choix. Si j'avais fui avec toi, si nous avions fui ensemble et que j'avais vécu heureux et paisible durant le reste de mes jours, tous les autres auraient vécu en enfer. Paradis serait condamné, Armin perdu et Historia aurait vécu l'enfer. Par ce songe, on peut donc comprendre les intentions d'Eren, qui ne souhaite finalement que le bonheur des siens. Il souhaite que ses amis et Mikasa puissent vivre heureux et longtemps après lui. À l'image d'Eren qui se réveillait en pleurant et qui avait l'impression d'avoir fait un long rêve lorsqu'Ymir communiquait avec lui au premier chapitre, à toi, 2000 ans plus tard, Mikasa a cette même impression d'avoir fait un long rêve lorsqu'Eren communique avec elle au chapitre 138. Dans SNK, il est difficile de concevoir toute forme de chronologie. En effet, lorsque nous on découvrait le premier chapitre, Eren avait déjà vu sa propre fin. Il faut presque lire le manga à l'envers. Si Eren, durant tout le manga, s'est comporté d'une certaine manière, s'il a été aussi méchant avec Mikasa durant tout le manga, qu'il a essayé de couper le lien entre eux, qu'il souhaitait sans cesse qu'elle se débarrasse de cette écharpe, c'est sûrement parce qu'inconsciemment, il savait déjà ce qu'il attendait. Il voulait qu'elle se détache de lui. Eren, lors de l'épisode 18 de la saison 3, avant même d'avoir touché la main d'Historia et d'avoir eu accès aux souvenirs de son père, prédisait déjà l'avenir en expliquant qu'Armin allait sauver l'humanité. Ainsi, on comprend que dans SNK, le futur peut parfois expliquer les comportements passés. Dès lors, tout le comportement d'Eren durant tout le manga à l'égard de Mikasa semble s'expliquer par cette finalité. Dans Shingeki no Kyojin, le futur justifie le passé. Si ça a commencé ainsi, c'est parce que ça devait terminer ainsi. Dès lors, on pourrait même analyser l'amour inconditionnel de Mikasa envers Eren par ce souvenir. C'est justement parce qu'en elle, elle a toujours eu ce souvenir auquel, oui, elle n'avait pas directement accès, mais auquel elle s'accrochait de manière inconsciente. Mikasa a d'ailleurs énormément de regrets. Elle se demande pourquoi ça devait se finir ainsi. Elle se demande quelles sont les raisons. C'est comme si en elle, elle savait déjà qu'il y avait une alternative, qu'il y avait quelque chose où les choses avaient terminé différemment. Et moi, je justifie ces maux de tête et tous ces regrets depuis le chapitre 123 par ces éléments. Je pense que concevoir ce moment comme un rêve de Mikasa ou comme un fantasme est très réducteur et n'explique que partiellement cette dernière conversation entre les deux. À un moment précis, le rêve et la réalité se sont rejoints. Lorsqu'on remarque les marques de transformation sur le visage d'Eren
Eren fait comprendre à Mikasa qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Il lui demande de l'oublier, mais la réponse de celle-ci est qu'elle ne peut tout simplement pas. On comprend ainsi que le moment où Eren quitte le bataillon lors de l'expédition à Mar est vraiment le shift entre l'ancien Eren qu'on connaissait des saisons précédentes et le nouveau Eren qui connaît la suite et le futur. Du coup, l'ancien Eren est un peu mort, il a un peu quitté cette réalité pour vivre dans cette espèce de rêve qu'il finit par transmettre à Mikasa à la fin de chapitre 138. Ainsi, ce dernier baiser est comme la fin qui embrasse le début, comme le rêve embrassant la réalité. Tout se rejoint à ce moment-là. La dernière vision d'Eren avant sa mort est d'ailleurs ce rêve qui lui a permis de dire au revoir une dernière fois à Mikasa. ねえ、アルミ。なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね。エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。きっとそういう星の下に生まれついたんだよ、エレンは。私はただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。 Dans Shingeki no Kyojin, il y a cette idée de fatalité et cette idée de destin qui est impitoyable mais qui est en même temps très belle. Cette idée symbolise le paradigme d'Isayama qui est exprimé par Mikasa lors de l'épisode 7 de la saison 1 par cette phrase. Cette idée est parfaitement représentée par cette dernière planche où l'on peut observer Mikasa en train d'embrasser la tête d'Eren décapitée, car en effet ce monde est très cruel mais il est aussi en même temps très beau. C'est ainsi qu'on dit au revoir à Eren Yeager, un personnage qui aura été intéressant du début à la fin. Il a le mérite de ne pas être monolithique, c'est-à-dire qu'il a toujours fait des choix et évolué en fonction de ce qu'il vivait et des expériences qu'il ressentait. C'est incroyable de voir Isayama terminer son œuvre comme ça. C'est très beau de voir qu'en 11 ans d'écriture, il reste malgré tout cohérent. J'ai du mal à croire qu'il ne reste que 45 pages avant que l'histoire soit finie. En effet, il y a encore de nombreux mystères qui restent présents comme quel est le réel objectif d'Ymir, est-ce qu'elle souhaite vraiment mourir, comment vont-ils faire pour venir à bout du parasite, et est-ce que si le parasite disparaît, tous ceux qui ont été transformés vont redevenir humains, je ne sais pas du tout. Beaucoup de choses restent en suspens, mais j'ai hâte de découvrir la suite. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et à me faire part de vos théories en commentaire. Aussi, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos de ce genre ou d'autres analyses. En tout cas, abonnez-vous pour donner de la force, la famille, et on se retrouve très très vite.